Je suis Philippe Révy, orthophoniste, formateur en neurosciences et donc j'ai cofondé il y a 31 ans maintenant une société qui s'appelle GERIP, qui est au départ une société dans le domaine des sciences cognitives et notamment à destination des orthophonistes pour pouvoir rééduquer leurs patients 10. Donc quand on dit patient 10, c'était pour travailler à la fois sur les troubles de type dyslexie, donc troubles de lecture, dysorthographie, sur l'orthographe, dysphasie, dyspraxie, sur la coordination gestuelle fine et la planification, dyscalculie, donc pour les troubles de la cognition mathématique. Et donc on a commencé à développer pas mal d'exercices en lien, un peu plus de 12 000, en lien avec des laboratoires de recherche et développement. Et puis, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, on a commencé à avoir des demandes pour qu'on crée des contenus, qu'on les valide au niveau scientifique, des contenus pour adultes en situation d'illettrisme. Il y avait une forte demande, donc on a commencé à travailler à l'époque sur du CD-ROM, et puis on s'est aperçu que finalement, en ligne, ça serait mieux, ça serait plus efficace, qu'on pourrait construire des parcours, qu'on pourrait travailler sur l'analyse de données en direct, donc c'était un peu plus facile, et on a sorti une première plateforme sur les savoirs de base en 2008, et puis donc en 2020, on a fait paraître GERIP Compétences, dont vous allez voir un petit aperçu tout à l'heure. Et donc GERIP, au départ, c'est vraiment en fait un groupement de professionnels experts dans le domaine de neurosciences, formation et orthophonie. Et c'est devenu une filiale du groupe Humain 6, donc en 2013, qui regroupe notamment Belin, les PUF pour la science et cerveau et psycho. Et ce qui nous caractérise dans cette évaluation et remédiation cognitive et linguistique sur les compétences de base, c'est qu'on s'appuie vraiment sur la façon d'apprendre à apprendre, le fonctionnement du cerveau. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des laboratoires de recherche et qu'on fait partie de clusters, de pôles de compétitivité et qu'on est partenaire aussi de différents ministères parce que on a vraiment besoin d'outils qui soient efficaces mais aussi simples à utiliser, notamment pour des apprenants qui sont non lecteurs ou débutants en lecture. Quelques fonctions cognitives de base, il y en a peut-être qui sont un peu moins connues, comme les fonctions exécutives, mais voilà, pour schématiser, il y a 8 grandes fonctions cognitives qu'on va détailler tout à l'heure. Elles sont organisées un peu dans un système pyramidal, c'est-à-dire que l'information, elle arrive au cerveau, notamment par la perception, et je vais vous le montrer tout de suite après. Donc c'est la perception des 5 sens, elle arrive avec des informations visuelles, par la vision, mais elle arrive aussi par l'audition, elle arrive par le goût, par l'olfaction, par le toucher. Donc ces 5 sens, c'est au départ la première phase qui est une phase de perception où des informations entrent dans le cerveau avant d'être traitées. Mais quelque part, ces informations qui entrent dans le cerveau, l'humain les sélectionne. Donc il fait appel à son attention. Il les sélectionne parce que dans la vie de tous les jours, on est sollicité et même sursollicité par tout un tas de stimuli, mais on en sélectionne certains qu'on va traiter et pas d'autres. Par exemple, je suis en train de vous parler. Là, donc je suis devant l'écran, je regarde le triangle cognitif, mais en fait, il y a des ouvriers dehors qui sont en train de poser la fibre. Et je peux, là maintenant, je suis en train de les regarder, donc je peux sélectionner cette information, mais c'est pas la plus pertinente par rapport à ce qu'on fait. Donc là, je vais me reconcentrer sur le webinaire. C'est ça les capacités aussi attentionnelles, c'est qu'il faut, en fonction de la tâche que l'on veut faire, sélectionner les bonnes informations. Pourquoi on sélectionne les bonnes informations? Parce que ça va être traité aussi par la mémoire. Et mémoire, on aurait même dû mettre un S à mémoire, parce qu'il existe plusieurs types de mémoire. Des mémoires à long terme, des mémoires à court terme. Donc à court terme, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est celle qui sert le plus à l'école, c'est-à-dire on traite des informations pendant un temps court ou en formation. Mais après, une fois qu'on s'est traité, on va les oublier au fur et à mesure.
On a de la mémoire verbale, de la mémoire épisodique, pardon, des épisodes de sa vie, de la mémoire procédurale, les procédures. Par exemple, j'ai appris à faire du vélo à l'âge de 7 ans, même si j'en fais pas pendant 10 ans. Quand je remonte sur le vélo, je saurai encore en faire. C'est ça la mémoire procédurale. De la mémoire verbale, de la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est aussi la mémoire qui est liée à la culture. Par exemple, je me rappelle que la capitale de la France, c'est Paris, que la Tour Eiffel est à Paris, qu'à Lyon, le 8 décembre, il y a la fête des Lumières. Voilà. C'est ça, enfin, jusqu'à cette année, c'est ça la mémoire sémantique. Vous avez aussi de la mémoire visuelle, la mémoire auditive. Donc, il y a tout un tas de mémoires qui vont traiter l'information. Et c'est important dans les apprentissages en formation parce que beaucoup d'apprentissages sont quand même liés à la fois à l'attention et à la mémoire. Et puis les fonctions au-dessus, c'est le visio-spatial. Donc dans visio-spatial, on met tout ce qui concerne aussi le repérage dans l'espace, mais aussi dans le temps. Se repérer à la fois dans des temps courts de la journée, mais aussi dans les jours de la semaine, dans le calendrier. Et puis se repérer dans des espaces en 2 dimensions, en 3 dimensions. Voilà, se repérer dans le plan de la feuille, dans un tableau à double entrée. La cognition mathématique, donc là, elle concerne à la fois tout ce qui est compréhension du système numérique, du système décimal, possibilité de dénombrement, travail sur ce qu'on appelle l'invariance du nombre, sur la technique opératoire, sur les classements de nombres, tout ce qu'on appelait autrefois l'algèbre, mais il y a aussi la géométrie et puis le raisonnement logique. Donc il y a plusieurs aspects on va dire dans la cognition mathématique. Hein. Il y a à la fois le nombre, il y a à la fois les opérations, le tri d'informations, notamment pour résoudre des problèmes. Et tout ça, c'est lié. En fait, ces fonctions, elles sont interdépendantes. On comprend bien que pour faire un exercice de mathématiques, on fait appel aussi à l'attention, à la mémoire, au visio-spatial. C'est pour ça que c'est si difficile, parce qu'on sollicite beaucoup de fonctions cognitives en même temps. Après, on a le langage oral comme fonction cognitive, donc avec la partie lexicale, la partie, on va dire, vocabulaire, la partie morphosyntaxique, c'est-à-dire sur la construction de la phrase, de comprendre à l'oral, par exemple, qu'il y a une négation, ou d'entendre qu'un verbe est conjugué ou non, donc il va induire un futur, un passé, un présent. C'est ça le morphosyntaxique. Et puis les possibilités d'évocation, de récit, et une composante qu'on met aussi, c'est la pragmatique, c'est-à-dire s'adapter aux situations de communication. Ce qui n'est pas toujours facile pour les adultes qu'on a en formation. Après, le langage écrit, donc qui concerne à la fois lecture, orthographe, écriture. Et en lecture, par exemple, on va différencier les aspects décodage, c'est-à-dire les aspects lecture, hein, par des voix qu'on appelle des voix d'assemblage ou des voix d'adressage ou d'assemblage. C'est-à-dire, soit en gros, on fait des correspondances graphophonologiques où on va faire correspondre des sons et des lettres, et puis après lire par syllabe ou par mot. Soit on emprunte une autre voie qui est de lire globalement le mot, qui s'appelle l'adressage, de le comparer à un lexique interne, de savoir dans ce lexique si on a déjà rencontré le mot ou pas, si on est capable de le lire sans erreur ou pas. Et donc quand on commence en lecture, on commence toujours par la voie d'assemblage, c'est-à-dire il faut toujours commencer par le b.a.-ba, ce qu'on appelle le b.a.-ba, c'est-à-dire commencer par les correspondances graphophoniques, savoir lire des syllabes après une association de 2 syllabes qui forment un mot. Et très très vite, quand on est passé par cette étape-là, après on arrive à une étape où on peut lire globalement le mot, mis à part des mots irréguliers. Par exemple, le mot orchestre, on va le lire au départ orchestre, mais c'est pas très grave ça. Mais il faut suivre ce passage-là, parce que j'insiste un peu là-dessus, parce qu'on a souvent ces problèmes avec les adultes en situation d'illettrisme, c'est que si on fait que du global dès le départ, on croit qu'on va progresser vite, parce que, on va dire, les 2-3 premières semaines, la personne arrive à mémoriser des mots globalement, mais sans finalement comprendre comment fonctionne le décodage. Mais au bout d'un moment, la mémoire, elle sature. La mémoire verbale, elle sature, ce qui fait que vous faites plus de progrès et vous régressez. Et c'est exactement le même phénomène qu'on voit en CP dans les petites classes quand
quand les enfants apprennent à lire, c'est quand ils ont pris une méthode purement synthétique où on lit le mot globalement, au bout de quelques semaines, ils n'arrivent plus à progresser. Donc il vaut mieux redécomposer au départ, sachant qu'après, effectivement, on arrive à lire les mots plus globalement. Donc dans le langage écrit, il y a aussi bien sûr l'évocation de mots et puis le fait de pouvoir comprendre des consignes, de donner des consignes, de la production écrite. Et puis enfin une fonction qui s'appelle les fonctions cognitives planification, donc qui regroupe en fait plusieurs choses. C'est la planification de tâches pour arriver à un but, et puis le fait de s'adapter à une situation nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, et comment je vais m'adapter à cette nouvelle situation en planifiant les tâches dans un ordre différent. Par exemple, une machine est en panne, bah, comment je vais faire pour pouvoir livrer ce que j'avais prévu de livrer. Il y a un camion en panne sur la route, comment je vais faire pour arriver à l'heure. Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je prends le bus? Est-ce que je préviens mon employeur? Est-ce que je change de moyen de transport? Voilà, c'est ça, s'adapter à une situation nouvelle. Et tout ça, en fait, ces fonctions cognitives, on va s'appuyer sur ces fonctions cognitives pour les compétences scolaires et pour les compétences professionnelles. Et ça, c'est important de le tester, toute cette partie-là, à la fois le professionnel, le scolaire, mais aussi la façon d'apprendre à apprendre, parce que ça va nous donner beaucoup d'indications pour la formation et notamment pour nous appuyer sur les points forts de l'apprenant. Et c'est ce que va vous proposer rapidement Laetitia dans Gérib Compétences, c'est de vous montrer un peu comment on peut tester ces fonctions cognitives. Très bien. Donc là, vous êtes sur l'espace formateur de GEP Compétences, à savoir que l'apprenant, lui aussi, il a son propre espace. Et là, donc, je vais vous illustrer les propos tenus par Philippe. Donc, sur la page d'accueil de l'espace formateur, vous avez 6 entrées. Et là, de ce qu'on parlait, c'était en termes d'évaluation, pour tout ce qui est cognition. Donc là, on va cliquer sur évaluation. Et là, vous avez l'ensemble des évaluations qui sont étalonnées, c'est-à-dire qu'elles ont été vérifiées auprès d'un nombre d'apprenants suffisant. Et ce qu'on préconise, c'est qu'en début de formation, il puisse avoir lieu un test de positionnement sur les savoirs de base pour savoir si une personne est en situation d'illettrisme ou pas selon les 4 degrés de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, si par exemple le résultat obtenu par l'apprenant à cette évaluation est un degré 1 ou 2, c'est-à-dire que la personne est en situation d'illettrisme, à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir où se situe l'apprenant dans les 8 fonctions cognitives. Donc, ce que Philippe vient de vous présenter, il est possible de le faire en sélectionnant l'évaluation profil cognitif et linguistique court. Et quand vous cliquez sur l'évaluation, vous pouvez cliquer sur information pour savoir tous les items qui composent cette évaluation sur votre à gauche et le domaine évalué à droite. Donc, il est possible de prévisualiser cette évaluation en cliquant sur lancer. Donc, je vais la lancer. Et là, vous avez les items qui défilent les uns après les autres en fonction des fonctions cognitives présentées par Philippe. Voilà. En fait, dans ces évaluations, on va tester différents domaines, hein, que sont la perception, l'attention, la mémoire, le langage oral, le langage écrit, etc. Et on va tester aussi les savoirs de base. Mais l'intérêt, c'est de faire le lien justement entre fonctions cognitives et savoirs de base dans la façon d'apprendre à apprendre. Je vous présenterai quelques exemples tout à l'heure dans la formation liée voilà, à la formation professionnelle. Notamment les formations de formateurs que j'ai pu faire au SMA, au SND, où il y a des filières métiers, où on fait à la fois de la formation en atelier et on la fait aussi en salle de classe. Et c'est intéressant de voir le lien entre les compétences professionnelles, les gestes métiers, les compétences sur les savoirs de base et les fonctions cognitives sollicitées. Et donc là, après, imaginons que l'apprenant ait réalisé l'évaluation en question. Le formateur peut voir les résultats en cliquant sur on me dit qu'on ne voit pas la plateforme.
Ah, Philippe, tu la vois? oui, moi je la vois. D'accord. Donc, imaginons que Célia Révy a effectué l'évaluation. Je vais dans historique des prescriptions. On sait que c'est une évaluation. Elle a été réalisée. Et là, je vois en effet profil cognitif et linguistique court, le score 53%. Et comme le disait Philippe, vous pouvez avoir le résultat pour chaque fonction cognitive. Et après, dans une même fonction cognitive, vous pouvez avoir le détail et voir les items qui ont été réussis par l'apprenant ou qui ont posé difficulté. Donc, ceux qui ont posé une difficulté sont en rouge. Vous cliquez dessus pour voir l'item. Et après, ce qui est intéressant, comme le disait à juste titre Philippe, c'est qu'après, vous pouvez générer un parcours de renforcement automatique en fonction des résultats obtenus à l'évaluation, avec 3 modalités pédagogiques possibles. Soit vous mettez en avant les points forts, donc là, par exemple, c'est le langage oral, ou les points faibles, donc les choses à acquérir, ou un mix des deux. Vous cliquez, et après, vous cliquez sur « Générer », et le parcours se génère de manière automatique et est envoyé à l'apprenant. Voilà, donc ce qu'a montré Laetitia, effectivement, on fait ces évaluations, on passe un peu de temps pour les évaluations, mais c'est vraiment la base de la formation, notamment pour trouver la façon d'apprendre à apprendre de l'apprenant. En fait, ce qu'on veut, on n'a pas besoin de recueillir des manques, on veut plutôt voir quelles sont les capacités de la personne, parce qu'on va s'appuyer au niveau cognitif, on va s'appuyer sur ses compétences cognitives pour construire les savoirs de base et pour construire l'acquisition aussi de gestes métiers. Donc c'est ça l'intérêt, c'est vraiment de mettre en avant, de valoriser la personne et de mettre en avant ses acquis. Et on va pouvoir s'appuyer dessus pour construire des parcours de formation. C'est pour ça qu'on fait les différents parcours de génération. Alors, voilà. Euh, mon diaporama, là, vous le voyez. Donc, je vous ai détaillé très rapidement parce que, bien sûr, on a peu de temps pour tout détailler, mais c'est pour que vous ayez en mémoire déjà, c'était la diapo la plus importante, c'est la pyramide des fonctions cognitives pour montrer que tout est lié entre le geste professionnel, les compétences professionnelles, les compétences sur les savoirs de base et les compétences cognitives. Pour terminer cette présentation, avant de répondre à vos questions, je dirais, j'ai mis 10 règles à respecter, voilà, pour améliorer les apprentissages, pour parler de façon un peu plus concrète dans ce qu'on peut faire au quotidien, lié notamment à des problématiques du transfert de connaissances, et je vais vous en dire un mot tout à l'heure. En gros, déjà, on s'appuie sur une bonne évaluation avant de travailler sur la remédiation de façon construite et après de pouvoir transférer les acquis dans des gestes métiers. Donc la première étape, c'est de bien évaluer selon la pyramide, donc à la fois évaluer les compétences professionnelles, les compétences savoir de base scolaires, on va dire, et les compétences cognitives dans un sens ou dans l'autre, mais à un moment donné, il faut évaluer ces trois secteurs. Après, la deuxième chose, c'est qu'on a des résultats en termes quantitatifs. Bon, c'est bien avec des scores, des pourcentages, etc., des temps mis, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la personne travaille et qu'elle arrive à verbaliser comment elle apprend, comment elle mémorise. Et je vous ai pris tout de suite un exemple pour bien comprendre voilà, la problématique. Par exemple, j'ai mis 8 images à l'écran, vous les voyez? C'est bon, tu les vois, Laetitia? Oui, je les vois. Voilà. Et donc, si par exemple je dois mémoriser ces 8 mots, voilà, que je vais, voilà, je vous laisse les regarder comme ça. Et si maintenant je vous demande de les restituer, ben, on s'aperçoit que chaque apprenant va avoir des façons différentes de mémoriser. C'est-à-dire qu'il y a euh, des apprenants qui vont travailler avec ce qu'on appelle de la dérivation phonologique ou morphologique. Ils vont dire par exemple, il y avait 2 mots qui commençaient par A. Donc armoire et ananas. 2 mots qui commençaient par N, Noël et nuages. D'autres vont se construire une histoire
en disant, bah, par exemple, je suis allé à la montagne, il y avait des nuages, je suis allé à la montagne à Noël, il y avait des nuages, euh, je ne sais pas si il y aura encore besoin d'autorisation de sortie, si je vais rencontrer des gendarmes, et quand je rentre au chalet, j'aime bien boire un coup et sortir une bonne bouteille avec un peu d'ananas, et je range mes affaires au placard. Voilà une histoire où on a mis les 8 mots ensemble. Mais là, il y a des personnes qui fonctionnent pas comme ça. Il y a des personnes qui, au contraire, vont dire, bah, moi, je vais raisonner aussi par couleur. Par exemple, mettre le peigne et l'armoire, c'est à peu près les mêmes couleurs. Mettre la montagne et les nuages. Voilà. D'autres qui vont dire, je prends avec des acronymes, en disant, bah, par exemple, je dis en Gémeaux, Anupébo. Alors en Gémeaux, ça sera l'acronyme de armoire, Noël, gendarme, montagne. Et puis Anupébo, ça sera nana, nuage, peigne, bouteille. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une bonne méthode pour mémoriser. Et bon, là vous êtes à distance, on ne peut pas le faire en direct, mais chacun a un peu ses moyens de mémoriser et d'assembler les images 2 par 2 pour 3 par 3, etc. Et ça, c'est important dans la stratégie cognitive, quand on fait les analyses et les évaluations, de voir un peu comment la personne a travaillé, parce que ça va nous donner des bases pour la former plus vite et pour que la formation soit plus efficace en s'appuyant sur les points forts cognitifs. Après, donc, bon, les composants de l'évaluation, ça j'en ai déjà parlé. En 4, oui, je voulais vous reprendre l'exemple à la fois sur les transferts et sur le lien entre compétences scolaires et savoir de base, cognitifs et professionnels. Et là, c'est pareil, je vais vous donner un autre exemple, c'est que on s'aperçoit, si je prends l'exemple d'un cuisinier qui a besoin de faire une recette, il va mettre dans sa recette certaines proportions. Donc il va mettre des ingrédients avec certaines quantités selon le nombre de convives. Mais pour faire ça, donc ça c'est de la compétence professionnelle, mais pour faire ça, il va avoir besoin de savoir de base et notamment de connaître les unités de mesure, s'il doit convertir des décilitres en centilitres ou vice-versa, s'il doit faire de la proportionnalité, il y a une recette pour 6 personnes et il y en a 24 personnes qui arrivent, ou alors il n'y en a que 10, ce qui va être un peu plus compliqué, voir le temps dont il aura besoin pour faire la recette, etc. Donc ça va être la partie savoir de base, mais tout ça, ça va s'appuyer sur des fonctions cognitives qui vont être liées à la mémoire, à l'attention, à la cognition mathématique, aux fonctions exécutives, notamment pour le fait de s'organiser dans un bon ordre pour gagner du temps. Par exemple, pendant qu'on fait chauffer quelque chose, ben pendant ce temps, on peut faire autre chose. On n'attend pas que l'eau soit dans la casserole et qu'elle ait fini de bouillir pour commencer à éplucher des légumes. Donc vous voyez, c'est ça l'organisation des fonctions exécutives. Donc on voit bien qu'il y a toujours un lien entre ces compétences professionnelles, les compétences sur les savoirs de base et les compétences cognitives. Je prends un autre exemple, un carreleur par exemple qui doit poser des carreaux chez quelqu'un, ben, il faut aussi qu'il ait quand même des notions de surface et de périmètre s'il a des plaintes à poser. Mais pour qu'il ait ces notions-là, il faut aussi qu'il ait suffisamment d'efficience à la fois dans le domaine de la technique opératoire des multiplications, mais aussi dans le visio-spatial. Pour se repérer, notamment dans le plan, sur les notions d'angle, etc., pour avoir le moins de découpes possible. Donc vous voyez que tout ça, c'est quand même lié. Dans les règles aussi, et je finirai là-dessus, je dis toujours les contenus doivent proposer des situations proches de la zone proximale de développement. Alors bon, c'est un nom scientifique pour dire, mais il faut travailler pas à pas, step by step, comme disent les anglo-saxons. Il faut faire des choses juste un peu au-dessus du niveau où on est. Bah, je prends l'exemple, si on veut courir un marathon et qu'on n'a jamais couru, on ne commence pas directement par faire 30 km avant de faire le marathon. On commence par des petites distances et puis qu'on va allonger, on peut faire du fractionné en courant, en marchant, etc. Et c'est pareil dans plein de domaines. Si j'apprends à faire du ski, voilà, je commence par le jardin des neiges, par des pentes douces, voilà.
avant de me lancer sur des pistes plus compliquées. Et si j'apprends un instrument de musique, c'est pareil. Et ben pour les savoirs de base, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il faut donner des choses quand même qui soient réalisables par la personne. Il vaut mieux donner des exercices plus faciles au départ que trop durs. Notamment pour des questions aussi pour reprendre confiance et s'engager dans la formation. Quelque chose qu'on connaît bien maintenant, c'est que ce qui marche, c'est la répétition. Donc il faut répéter les choses, les évaluer de temps en temps, et puis avoir un retour d'information. Encore une fois, je vais vous prendre des exemples hors compétences de base et hors formation professionnelle. Vous êtes dans une association, vous faites par exemple de la musique, ou vous êtes dans une chorale, vous allez répéter certains chants. L'évaluation, à un moment donné, vous allez faire un concert. Et puis après, vous avez un retour d'information, un retour d'expérience pour voir ce qu'on peut améliorer, etc. En fait, c'est ça les apprentissages. Ça fonctionne comme ça. Il faut, alors un point important, c'est toujours faire le lien entre le concret, la manipulation, la partie scolaire, et puis le fait au départ de bien manipuler, après de décrire ce qu'on fait, c'est ça la métacognition. Décrire la façon dont on apprend et conceptualiser. C'est important. On voit qu'en maths, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des difficultés parce que malheureusement, sur l'enseignement des maths en France, et là, il y aurait de quoi dire, mais ça ne s'appuie pas assez au départ sur la manipulation. Moi, c'était ma spécialisation, la rééducation des mathématiques, et j'avais des jeunes adultes qui n'avaient jamais rien compris de leur vie, par exemple sur les équations, quand on avait 2x égale 7, comment on trouvait x, etc. Et en fait, tout simplement en manipulant avec les plateaux d'une balance, en 2-3 séances, oui, finalement, c'est facile les équations. Oui, parce que il faut faire le lien entre équation, plateau d'une balance. Quand on faisait... c'est-à-dire que les deux termes, enfin les deux côtés du signe égal, les deux membres sont toujours égaux et doivent toujours être en équilibre. Donc si j'ajoute un poids d'un côté, je dois ajouter le même de l'autre. Si j'en retire d'un côté, je dois retirer le même de l'autre. Quand on a compris ça, on avance beaucoup plus vite après en savoir de base. C'est pareil pour plein de domaines. Je parlais des périmètres surface. On fait faire le tour de la pièce en marchant, et puis au bout d'un moment, on compte les pas, et puis après, on symbolise, et puis après, on conceptualise. Donc, il y a plein de domaines mathématiques qui sont comme ça, et qu'on peut manipuler pour bien comprendre comment ça se passe. C'est pour ça que je dis que la formation en situation de travail, elle est importante et en liaison avec savoir de base et fonction cognitive. Et après, un point psychologique très important, et je finirai là-dessus, c'est qu'il faut susciter l'engagement, la confiance, la motivation. C'est-à-dire qu'au départ, il vaut mieux faire des exercices un peu plus faciles et puis monter petit à petit en rythme que de décourager la personne d'entrée en lui donnant des exercices trop difficiles. Et en plus, c'est beaucoup plus efficace chez un adulte de partir de ce qu'il sait faire et de travailler pas à pas en fait par zone de développement et s'appuyer sur ce qu'il sait faire plutôt que de pointer ses lacunes et d'essayer de les combler. Ça marche mieux parce que même si le cerveau est malléable, plus vous avez passé des années à apprendre d'une certaine façon, plus ça va être difficile de revenir en arrière. Donc il vaut mieux essayer de s'appuyer sur les points forts de la personne et de lui présenter des moyens d'apprentissage en disant là, ok, tu as fait tout le tour de la pièce pour compter ton périmètre en marchant, mais peut-être qu'il y a une solution après qui va un peu moins te fatiguer sans te déplacer. Tu regardes combien tu as fait sur une longueur de mètre, combien tu as fait sur une largeur, et après on peut trouver comment faire. Et ça, c'est l'expérimentation, la manipulation au départ qui permet après de décrire ce qu'on fait et après de conceptualiser. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire en formation et c'est ce qu'on fait beaucoup dans la plateforme. Et enfin, en petit clin d'œil en 10e, on essaye d'appliquer les 9 règles précédentes si on n'a pas de problème de mémoire. Pour conclure, avant de répondre à vos questions, ne pas oublier que c'est vrai que les outils numériques, digitaux, les plateformes, notamment grâce à l'intelligence artificielle, permettent de proposer des formations adaptives, notamment pour des adultes qui peuvent être 10, qui ont des problèmes d'accès à l'ordinateur. On peut les changer les tailles de police, les fonds d'écran, les couleurs, les contrastes, espacer la casse. Et donc on peut faire beaucoup de choses avec l'ordinateur. On peut
de ce fait-là, améliorer l'efficacité dans certains exercices, mais ne jamais oublier qu'on est sur de l'humain qui doit rester au cœur de tout dispositif d'apprentissage, parce que, c'est ce que j'ai dit en préambule, c'est qu'apprendre, ok, il y a les fonctions cognitives et pédagogiques, mais aussi il y a des facteurs environnementaux, on va dire socio-économiques, socio-éducatifs, et aussi des facteurs émotionnels et affectifs.